La propagande d'État dans les médias. Je crois que si l'abominable déferlement d'horreur que nous vivons actuellement, sur le plan des modifications des lois bioéthiques, si tout cela a un intérêt, peut-être un bénéfice inattendu, un effet, l'inverse d'un effet pervers, si vous voulez, c'est que cela nous rend conscients du degré de manipulation dont nous faisons l'objet. Je dirais que le premier épisode a été celui de la manif pour tous. On voulait légaliser le mariage des couples de même sexe. Un certain nombre de centaines de milliers de personnes, voire de millions, sont descendus dans la rue et ils ont été tout étonnés de se heurter, parce que finalement ils voulaient exprimer leur opinion, à des lacrymogènes et à toute autre sorte de garde à vue. Je crois que ça leur a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas comment va se dérouler la manifestation de demain, mais nous sommes dans la même configuration. Nous sommes dans un ensemble idéologique où nous avons l'impression, et je dirais même la certitude, la conviction, de simplement dire ce qui est réel, juste, vrai, et de nous heurter à quelque chose d'absolument monolithique, un État, c'est bien l'État qui essaye de définir ce que veulent dire les mots. Et qui, définissant ce que veulent dire les mots, au lieu de les laisser exprimer la réalité, se fait créateur d'irréel. Je ne peux même pas dire créateur de réalité. Il se fait créateur d'un monde totalement virtuel auquel nous sommes priés de nous soumettre. Certes, il y a les lobbies. Il y a le lobby LGBT qui a très fortement travaillé pour obtenir enfin la reconnaissance de la procréation médicale assistée pour les femmes seules et les lesbiennes. Certes, il y a ce lobby, et je dirais que le fait qu'on accède à ces demandes était de toute façon écrit. Je vous dirai pourquoi. Mais il n'y a pas seulement le lobby, le pouvoir politique en tant que tel, c'est-à-dire l'autorité, et souvenez-vous que toute autorité vient de Dieu, comme toute paternité. Donc il y a là une révolte absolument sans nom. C'est l'autorité elle-même qui est en train d'opposer à ceux qu'elle est supposée servir pour les gouverner. C'est cette autorité qui est en train de tout mettre sens dessus-dessous. Je pense que ça mérite quelques réflexions. Je vous disais que la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou pour les femmes seules, c'était écrit. Oui, certainement, c'était écrit, puisque à partir du moment où vous légalisez le, entre guillemets, mariage, forcément, vous le mettez sur le même plan que tous les mariages, et la procréation devient une évidence. Parce que, contrairement à beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos contemporains, ils savent très bien que le mariage est fait pour la procréation. Tout ça, on est dans le paradoxe. Ils savaient très bien qu'en légalisant, ils créaient une différence de droit et que donc fatalement, ces différences de droit allaient devoir s'équilibrer d'une façon ou d'une autre. Et c'est pour cette raison que si l'utérus de location, la mère de substitution, n'est pas légalisée cette fois-ci, ce sera la prochaine. Parce qu'on est dans exactement le même discours d'équilibre et de l'égalité, d'égalité de droit. Il n'y a pas de mystère, et je ne pense pas que les choses se passeront autrement, même si nous étions 5, 10, 20, 30 millions dans la rue, et nous ne le serons pas malheureusement. Que se passe-t-il ? En fait, l'État est au service de la culture de mort. Il me semble que l'État ne peut pas vouloir défendre la paternité. Il n'y a pas de raison à ça. Pourquoi ? Parce que la République telle qu'elle est constituée, elle est constituée sur l'assassinat du père, tout simplement. Lorsque l'on tue le roi, même si on n'a pas besoin d'être royaliste ou d'être favorable à un régime monarchique ou quoi que ce soit, mais il faut bien comprendre que la République française, je dis bien française, elle s'est constituée sur ce refus de l'autorité paternelle et sur l'idée que le pouvoir vient de l'expression de la volonté majoritaire, démocratique, sans autorité supérieure.
Vous avez liberté, égalité, fraternité, c'est parfaitement logique, c'est parfaitement insupportable aussi, dans la logique républicaine où il faut entendre ces mots, la logique révolutionnaire et appuyée sur la terreur où il faut entendre ces mots. J'entends bien qu'il y a d'autres définitions et que toutes ne sont pas mauvaises, mais le triptyque révolutionnaire est justement antipaternel. Alors, aller crier dans la rue qu'on veut un père, ben, c'est un peu tard, braves gens. Ce triptyque est justement détourné dans les slogans de la manif pour tous demain. Eh bien moi, je vous le dirai très franchement, cela me pose problème. Parce que je pense que cela dénote pour le moins une naïveté. L'État, depuis l'État français, dès l'instant de la Révolution, a légalisé le divorce. On sait qu'il y a eu, après, toutes sortes d'évolutions de ce droit. Il y a eu la contraception que vous avez évoquée, comme je l'ai appris de Jérôme, docteur Larmande. Il y a eu tout le déferlement, par étapes successives, des transgressions de la culture de mort. Mais ce que je voudrais vous souligner aujourd'hui, c'est que tout cela a été accompagné d'une propagande absolument inouïe, parce qu'il n'était absolument pas nécessaire, sans doute, que tout le monde soit d'accord, mais dans la logique démocratique, il valait mieux qu'il y ait une forme de consensus, et à mon avis, ce consensus est très largement atteint, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous dites que vous êtes, par exemple, contre le divorce, eh bien, on vous regarde avec des yeux grands comme des soucoupes, et si vous dites que vous êtes contre la contraception, on vous regarde avec des yeux grands comme la lune. La vraie fracture sociale est en fait là. On a beaucoup parlé de fracture sociale après la mort de Chirac, qui soi-disant a lutté contre, mais il y a une véritable fracture sociale qui est dans ce refus de la reconnaissance de ce qu'est la société, de ce qu'elle doit être, et en créant une société dont on a éliminé le père. Et c'est tant et si vrai qu'on a coupé la tête du roi, mais ensuite, de fil en aiguille, on a abouti à la destruction de l'autorité paternelle en tant que telle. Elle n'est plus nommée. On parle d'autorité parentale. Après, dans parentale, on met ce qu'on veut. Aujourd'hui, on met littéralement ce qu'on veut, comme vous l'a montré Jérôme. La fracture est là. On a complètement bouleversé le système. Ce bouleversement est allé de pair avec une propagande qui ne dit pas son nom. Il y a des États totalitaires qui ont des ministères de la propagande. C'est clair et c'est net. En France, nous n'avons pas de ministère de la propagande, ça ferait tâche, mais nous avons l'éducation nationale, nous avons l'information d'État, nous avons une censure de fait avec toutes les lois antiracistes, nous avons un système qui est parfaitement quadrillé et qui empêche assez largement, mais non totalement heureusement, la liberté de dire ce qui est vrai et qui pour moi correspond à la véritable liberté d'expression. Nous sommes arrivés à un système de Big Brother sans armes, sans prison, mais avec énormément de pression sociale, et nous sommes également dans un système où les mensonges qui sont proférés dans les médias et que nous suivons à longueur de journée avec une espèce de consensus quasi irréfragable des journalistes des grands journaux et des politiques qui nous gouvernent, on est obligé d'être d'accord avec ce qu'ils nous racontent, ou alors nous sommes des ringards, des moins que rien, des marginaux qui à la limite peuvent s'exprimer sur tel ou tel blog ou site, mais arriver à avoir une voix qui dise la vérité et toute la vérité dans les médias ou dans la politique, je pense que c'est devenu quasiment impossible. C'est une forme de 1984 à la George Orwell, où sans police de la pensée, avec des armes et des clés de prison, mais avec des pouvoirs qui sont autrement plus terrifiants, parce qu'aujourd'hui, à travers vos comportements, vos choix, vos regards sur Internet, au fond, tout le monde sait ce que vous pensez, et le jour où on aura envie que vous ne le pensiez plus, il aura des moyens de vous le faire avaler.
Cette propagande d'État, nous la voyons aujourd'hui de manière spectaculaire à propos des lois bioéthiques, mais vous savez très bien qu'elle s'exerce de manière beaucoup plus large. Nous savons tous que les immigrés sont une chance pour la France. Vous savez, j'espère. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce sont les migrants. Plus personne n'a dit immigré, parce que l'immigré, il arrive quelque part, le migrant, il est dans un flux, et puis d'une certaine façon, il peut y en avoir beaucoup plus des migrants, parce qu'ils arrivent, ils passent, ils s'arrêtent beaucoup, ils font des pas ici et là. Tout ça, c'est les médias, avec le soutien de l'État, puisque l'État finance une partie des médias, et avec l'autorisation des lois, puisque les procureurs vont interdire de dire telle chose ou telle autre. Il fut un temps où il était absolument impossible de parler d'immigration et invasion. Tout ça, ça montre qu'il y a une pression, un poids. Donc vous avez l'affaire des migrants, vous avez l'affaire du changement climatique. Pardon. Autrefois, on disait réchauffement climatique d'origine humaine. Ça, on est obligé d'y croire. Et les médias, vous n'allez pas me dire que les médias ne vous disent pas ça à longueur de journée quand ils ne sont pas en train de parler actuellement de loi bioéthique. Il ne faut plus dire réchauffement climatique parce que ça, les codes ont un peu changé. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un peu froid, c'est gênant. On a eu des étés des hivers avec de la neige. Donc on va parler de changement climatique, c'est beaucoup plus intéressant. Ça permet d'avoir absolument toutes les configurations climatiques qu'on veut et en même temps continuer de dire que la planète va finir en cocotte minute et que c'est de votre faute. Le libertinage sexuel, ça aussi, c'est quelque chose qui est promu à longueur de journée, non seulement dans les médias où on peut dire que ça répond à un besoin de faire de l'argent, puisque ça fonctionne, mais dans les programmes scolaires, ça prépare le monde à écouter tout ça. Le planning familial, même chose, ils vont faire des conférences dans les écoles. Et ils jouent à quoi, Jérôme Triomphe, devant là ? Non, on parlait de notre conquête ce soir. Ah, bon. C'est confirmé, Bernard, de toute façon. L'antiracisme, vous connaissez tous l'antiracisme, on est obligé d'être antiraciste. Loi, programme scolaire, médias à longueur de journée, c'est un véritable totalitarisme de la pensée et il est au service, toujours, comme par hasard, c'est triste mais c'est comme ça, des causes abominables. Et il nous appartient donc d'avoir le courage d'y résister. L'essentiel de la presse, des divertissements, des films subventionnés, et par-dessus tout l'éducation nationale, sont dans cette opération de manipulation des esprits qui, à mon avis, prend racine dans une volonté de détacher autant que possible le discours du réel. Je veux dire par là que les mots ne doivent plus dire ce qu'ils veulent dire, mais ce que l'autorité veut leur faire dire. Et à partir de là, gérer le tout de vos comportements. Par exemple, je dis qu'il fait froid, que finalement le temps d'hiver est toujours un temps d'hiver, etc. Mais on va m'expliquer non, il y a de la neige dehors, il fait froid, mais c'est du réchauffement climatique, c'est parce qu'il y a du réchauffement climatique que vous avez froid. Et ça, je dois l'avaler parce que je dois avoir ce sentiment de culpabilité instillé par les pouvoirs publics qui va dicter mes comportements de tout genre, parce qu'il a été décrété que s'il fait de plus en plus chaud, même s'il fait chaud, c'est de ma faute parce que j'émets du CO2, et quand j'émets du CO2, j'augmente l'effet de serre, et donc je dois cesser d'émettre du CO2, je dois manger un peu moins de beefsteak, je dois éteindre la lumière quand je quitte une pièce, etc. On va mettre en route chez moi une habitude de me dire est-ce que je vis conformément à ce que l'État, les médias,
les informations, ce qu'on apprend aux enfants à l'école, est-ce que je vis vraiment conformément à ça ou non? C'est un examen de conscience permanent. C'est véritablement religieux, que ce soit vrai ou non. Moi, personnellement, je ne pense pas que l'humanité soit de nature à pouvoir, l'activité humaine soit de nature à pouvoir induire un réchauffement à l'échelle globale. Je pense que le soleil est beaucoup plus intéressant là-dedans. Mais en disant ça, moi, je suis une dissidente. Et je sais que je suis une dissidente parce que quand d'autres le disent, quand un météorologue le dit, il perd son emploi. Donc, on a quand même ce poids de ce qu'on nous raconte de l'extérieur qui est très lourd, même si, et Dieu merci, il existe beaucoup de moyens aujourd'hui pour mettre tout cela en cause, réfléchir, penser, mais me semble-t-il, c'est le privilège d'une petite minorité. Comment faire pour envahir l'esprit des gens, pour convaincre? Tel est mon sujet, donc. Pour convaincre, pas si sûr. Pour asséner, me semble-t-il, puisque ce qu'on veut me faire penser, on ne veut pas m'en démontrer la réalité. On veut me l'imposer. Comment faire? Je crois qu'il y a une première méthode absolument indispensable. En tout cas, l'expérience prouve qu'elle a été extrêmement efficace. C'est de priver les jeunes, une majorité de jeunes, pas tous, mais ce que l'on peut faire, les priver ou au moins tenter de les priver de leur capacité d'analyse et de raisonnement. Comment fait-on? Eh bien, on met en place des systèmes pédagogiques à l'école qui, de fait, vont rendre pour eux très difficile la compréhension, le raisonnement. On va leur demander de faire beaucoup de choses par imitation et très peu de choses par réflexion. Une grande partie de la pédagogie moderne repose sur l'interdiction de poser des questions. Là, je vous renverrai au livre d'Elisabeth Mitz, L'école des illusionnistes. Elle explique cela parfaitement. Je crois bien que lorsqu'un État veut réellement modeler le comportement des gens et obtenir ainsi un maximum de pouvoir, c'est tellement fascinant le pouvoir, je pense que c'est une des méthodes indispensables et pour moi la preuve qu'elle l'est, c'est qu'elle a été beaucoup appliquée. Cela fait partie d'ailleurs de nos devoirs de résistance premiers, c'est d'essayer d'avoir des esprits formés et d'aider nos enfants à en avoir autant. Une population ainsi déformée à la fois par l'école et par une propagande constante, comment va-t-elle réagir? À quoi va-t-elle réagir plutôt? Elle va réagir à des mots qui sont assénés, ce mot que j'ai employé déjà, assénés sans cesse pour provoquer des réactions. Ainsi, je voudrais citer ces mots que l'on entend à longueur de journée, encore aujourd'hui, ça a été l'apanage d'une certaine église de gauche, mais c'est toujours un peu partout. Tolérance, ouverture, dialogue, respect. Il faut absolument tout respecter, même ce qui n'est pas respectable. Tous ces mots, qui sont des mots éminemment positifs, quand on aborde quelqu'un, quoi de meilleur que d'entrer en dialogue avec lui, que de le respecter? Eh bien, ça mène, quand c'est fait sans raison, au relativisme. Si aujourd'hui, on veut nous imposer la procréation médicalement assistée pour les femmes, sans mari ou sans compagnon, c'est parce qu'il faut avoir le respect de leur souffrance, le respect de leur identité de lesbienne ou de femme seule, la tolérance pour leur désir, l'ouverture à leur amour. Tout ça, ce sont des mots qui doivent provoquer chez les gens des réactions positives. Et ainsi, la technique fonctionne très très bien, puisque aller aujourd'hui dire que vous êtes contre la PMA pour une femme seule, on vous dira que c'est de la discrimination. Et il me semble que, en ayant porté le débat sur ce terrain,
on a assuré d'une certaine façon la réussite de l'opération. On a voulu en fait amener les gens à dire que le mal, c'est le bien, et le bien, c'est le mal. Cela ne pourrait pas fonctionner sans ce travail qui est d'abord un travail sur le langage. J'aimerais vous donner un exemple vraiment très précis, qui est celui de l'euthanasie, qui n'est pas légale en France, comme vous le savez, mais qui l'est... Pardon, je me suis levée un peu trop tôt. Bien sûr que l'euthanasie est légale en France. Elle est légale depuis 2005 avec la loi Leonetti. Merci Jérôme. Elle n'est pas légale en tant que mot euthanasie. On ne peut pas normalement aller voir quelqu'un, le piquer, lui donner une piqûre mortelle. Il y a des pays où cela se fait, il y a de plus en plus de pays, une vingtaine aujourd'hui au monde, où cela peut se faire. Comment cela s'est-il imposé? L'exemple des Pays-Bas est fascinant. Parce qu'il a été le fruit d'un travail médiatique appuyé sur une volonté politique. Au départ, vous avez des récits dans les médias des souffrances abominables des gens en phase terminale de cancer. C'est affreux, on ne peut rien pour eux, ils souffrent abominablement, et c'est vrai, et c'est normal d'avoir de la compassion. Et c'est presque normal de se dire, mais les pauvres, il vaudrait bien que ça cesse, il vaudrait mieux que ça cesse. Mais tout cela est fait en évacuant bien sûr la notion de la valeur propre de la souffrance, qui n'est pas quelque chose à rechercher, mais qui est quand même dans notre culture chrétienne quelque chose à offrir. Tous ces discours s'accompagnent de transgressions. Certains médecins vont dire, mais moi, j'avais un patient qui souffrait tellement que je l'ai piqué. Ah, finalement, est-ce que vous pouviez faire autrement? On a quelques jugements qui vont imposer des peines minimales, symboliques, voire inexistantes. Et de fil en aiguille, on arrive à la légalisation de l'euthanasie. Qu'est-ce qui se passe après? Après, vous avez dans la presse un nombre extraordinaire de récits de personnes qui ont été euthanasiées. Soit elles mettent en scène leur propre euthanasie, en racontant leurs derniers jours, et voilà, et je suis tellement heureux, et je vais partir, et ce sera dans la paix, et ce sera... enfin, je pourrais être en paix avec moi-même et ceux qui m'entourent. Récit de la personne, récit des descendants, de plus en plus nombreux dans la presse néerlandaise. Ah, vous savez, ma vieille mère, elle souffrait tellement. Elle a voulu partir et nous étions tous autour d'elle. Et c'était magnifique. C'était beau. Je ne saurais vous dire le nombre d'articles que j'ai lus racontant de cette manière une euthanasie qui se terminait par les mots « c'était beau ». Et c'est ce qui reste dans les esprits. Ensuite, il y a eu les gens qui souffrent psychologiquement et qui, aujourd'hui, aux Pays-Bas, peuvent aussi être euthanasiés. Là, vous aviez une double propagande. Le récit des vies abominables de ces jeunes filles anorexiques qui ne savaient plus à quel sein se vouer. Il y avait une autre qui avait subi je ne sais combien de viols dans son enfance et qui en avait été profondément traumatisée, n'ayant jamais trouvé un soutien psychologique minimum, jamais d'accueil médical convenable, et qui a fini par obtenir l'euthanasie. Et tout ça, c'est beau. N'oubliez jamais de dire que c'est beau. Et en même temps, vous aviez dans les politiques, la presse qui vous disait, vous savez, les gens qui sont en souffrance psychologique, parfois ils se suicident. C'est pas très joli pour la famille. Parfois ils se jettent sous le train. Ben, ça crée des retards. Je n'invente rien. Hein. Donc il vaut mieux que tout cela soit encadré. Encore un barreau qui s'effondre, encore une barrière qui s'effondre. Et aujourd'hui, on en est aux Pays-Bas à l'euthanasie des personnes démentes. Même chose, lorsque vous lisez la presse, le récit de la mise à mort d'une personne profondément démente, que son fils
et sa fille, que sa fille et son mari ont été obligés de contraindre parce qu'elle se débattait à l'arrivée de la seringue mortelle, eh bien tout cela a été jugé bon, et dans la presse, dans les médias, y compris dans la justice, on dit finalement tout cela c'était en fait la seule solution, et cette dame avait préalablement donné une indication de vouloir être mise à mort si jamais elle se trouvait dans une situation de dépendance telle qu'elle serait obligée d'être envoyée dans une maison pour personnes démentes. Et finalement, ce qui est objectivement une horreur est accepté par toute une population. C'est dire si la propagande marche, parce que je ne pense pas que tout cela aurait été accepté il y a 20 ans. Je ne pense pas qu'en 2001, lorsque l'euthanasie a été acceptée aux Pays-Bas, où on a dit ce sera l'exception, et ce sera uniquement à la demande, et ce sera tellement bien encadré qu'il n'y aura jamais de dérive, si on était venu avec le cas qui a été jugé il y a un mois à peine, on aurait dit ah non, 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 pas dans ce cas-là, évidemment non. Eh bien aujourd'hui c'est évidemment oui. Ainsi la propagande fonctionne et avance, et elle se met en route avec tout ce qui est manipulation de langage, et dont je voudrais faire un petit catalogue. Je n'ai absolument pas l'heure. Et j'ai jusqu'à... Il reste un quart d'heure. Il reste un quart d'heure. Jeunes, vous savez ce que c'est que des jeunes? Des jeunes sont en fait des habitants des banlieues dites ethniques qui font des dégâts. Ce sont des jeunes. L'IVG, pas besoin de vous faire un dessin, migrants, on en a parlé. CO2, oulala, quel poison! C'est le gaz de la vie quand même. C'est-à-dire qu'on a besoin de CO2 en quantité raisonnable pour faire pousser des légumes et des plantes et des arbres. L'écologie, totalement détournée. L'écologie, c'est le bon soin de la nature. Ne pas abuser des ressources de la nature, c'est devenu totalement autre chose. L'écologie est devenue une arme de guerre contre l'être humain qui est présenté uniquement comme un prédateur. Le mot déséquilibré, vous connaissez tous des déséquilibrés. Ils ont le tort de trancher la gorge des gens. Effectivement, ça dénote un déséquilibre certain, mais c'est un déséquilibre dont on connaît la cause et dont on ne dit jamais la cause. Tout ça est très, très intéressant. Oui, il y a aussi les mots que j'aime beaucoup, islam, religion de paix et de tolérance. Ça, c'est du pape. Ça, c'est du pape. Le pape est très fort pour tout ça. Très, très fort. À part IVG, mais pour tout le reste, il est bien. Islam, religion de paix et de tolérance, vous l'avez entendu 1000 fois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la population n'a pas vraiment besoin d'être profondément d'accord. Ce qui est important, c'est que la population puisse être matraquée si jamais elle dit qu'elle n'est pas d'accord. Et ainsi, la propagande a cette fonction dictatoriale intéressante pour le pouvoir, qui ne nous dispense pas de réfléchir, mais qui doit bien nous faire remarquer que lorsque nous nous opposons, une fois de plus, nous sommes des dissidents. Tout cela repose sur la négation, ou le travestissement, ou l'occultation du réel. Il y a un exemple typique qui est celui de la PMA, procréation médicalement assistée, qui est en fait la fabrication d'êtres humains en éprouvette, et la gestation pour autrui, comme ils disent, la GPA, et qui est en réalité le recours à des utérus de location. Tous ces mots ont finalement été imposés. Ils ont été imposés jusqu'à dans notre camp. Nous sommes opposés à tout cela, et nous nous retrouvons à nous battre avec des mots qui ne sont pas les nôtres. Et nous nous retrouvons à nous battre sur des terrains qui ont été soigneusement circonscrits et même travestis quelque part. Parce que lorsque demain nous manifesterons très nombreux contre, entre guillemets, la PMA sans père et entre guillemets la GPA, nous serons en train d'entériner tout ce qui a été fait avant, malgré nous. Parce que la procréation médicalement assistée, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de fabriquer un enfant en éprouvette. C'est un acte qui, selon moi,
qui selon, me semble-t-il, la droite raison, qui selon l'Église catholique en tout cas, qui a beaucoup réfléchi à ces questions, et qui après tout a son mot à dire, parce que si Dieu n'existait pas, je ne vois pas pourquoi on ne s'amuserait pas beaucoup plus qu'on ne s'amuse aujourd'hui. La PMA, c'est une fabrication d'êtres humains qui est absolument indigne de l'être humain. Toute PMA. Et lorsque nous nous battons sur le terrain de la PMA sans père, nous sommes en train de dire « Oh, la procréation médicalement assistée, les bébés éprouvettes pour les couples normaux, hétérosexuels comme ils disent, ben, finalement, il n'y a rien à dire. » Malheureusement, dans le contexte qui est le nôtre, où tout est dans tout et réciproquement, et où, de par la loi, un couple, entre guillemets, hétérosexuel et une paire de même sexe, étant donné que c'est mis exactement sur le même plan, on n'a en réalité pas beaucoup de moyens d'argumentation. Si nous disions, nous sommes absolument contre le fait de fabriquer un être humain en éprouvette. Nous savons qu'il y a des couples stériles, nous savons qu'ils souffrent, nous savons que c'est abominable pour eux. Mais nous disons, il y a là une frontière à ne pas traverser. Et lorsque nous disons aux femmes seules ou aux pères de femmes de ne pas le faire, nous sommes cohérents, nous leur disons la même chose qu'à n'importe qui. Il me semble que notre position serait infiniment plus forte. Même chose, je dirais, pour le mariage, lorsque on a légalisé le mariage homosexuel, il a été question essentiellement de dire que l'union homosexuelle c'était très bien, mais à la limite on pouvait avoir des unions civiles, mais que on n'allait pas aller jusqu'au mariage parce qu'il y avait la notion de filiation. Il me semble que là encore on s'est fait avoir sur le raisonnement. Parce qu'à partir du moment où on met une forme d'équivalence entre le mariage d'un homme et d'une femme et la cohabitation de deux hommes ou de deux femmes, on crée un parallèle où on ne donne des droits que pour des raisons de cohabitation sexuelle, et en fait tout est perdu. Si à l'époque, il me semble, on avait dit union civile, pourquoi pas? Pour les frères, pour les sœurs, pour les cousins, pour les neveux, les nièces, les tantes, les oncles, tous les gens qui vivent ensemble sans être mariés et sans avoir d'autres raisons de vivre ensemble que l'amitié simple. Donnons-leur des droits et une certaine reconnaissance de droits fiscaux, parce que finalement, dans notre société complètement éclatée, ils créent du lien social, ils assurent quelque chose qui apporte du bien à la société, et on aurait évacué complètement la question de l'homosexualité. On n'a pas voulu le faire, je crois qu'on en paie le prix aujourd'hui. En fait, il y a une très large soumission à tout ce qui nous environne, toute cette novlangue qui change le sens des mots et des phrases, et qui nous envoie dans un coin, et nous sommes là à nous battre sur des détails, alors que c'est l'ensemble qui devrait être démonté courageusement. Après tout, est-ce qu'on a une chance de gagner? Honnêtement, je ne pense pas. Est-ce qu'on a une possibilité de dire ce qui est vrai? Est-ce qu'on a une possibilité de sauver l'honneur? Je le pense. Et l'exemple de Solzhenitsyn qui disait que le mensonge, je paraphrase, ne passerait jamais par lui, a montré que c'est cela qui peut porter du fruit. Nous avons une soumission qui est réelle au système, mais nous avons aussi une soumission qui va nous être de plus en plus imposée. Dans toute cette folie qui met sur le même plan les couples homos, les couples hétéros, les femmes seules, les autres, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a gagné? C'est le fait d'imposer l'idée que c'est moi qui choisis. Chacun a l'autonomie de se dire homme, femme, binaire, non-binaire, queer, inter, enfin, la liste est absolument inépuisable, dirait-on. Eh bien, dans beaucoup de pays du monde aujourd'hui, lorsque l'on ne respecte pas l'identité que se donne telle ou telle personne, ce qui est risqué, c'est la prison,
ou la mort sociale. Il existe aujourd'hui en Angleterre un protestant, me semble-t-il, un chrétien évangélique, me semble-t-il, qui a dit, professeur, si j'ai dans ma classe un enfant qui est transgenre, moi, ma foi m'interdit d'utiliser pour lui un pronom, il ou elle, qui ne correspond pas à la réalité. Ce monsieur a été viré de son emploi. Il a porté plainte pour licenciement abusif. Ça lui a coûté très cher et il a perdu. Parce qu'aujourd'hui, le droit subjectif de celui qui se donne sa propre non-vérité, comment dire, va être beaucoup plus importante et va gagner sur le plan juridique au Royaume-Uni face à celui qui se demande simplement la possibilité de dire ce qui est vrai. Il y a l'exemple du professeur Jordan Peterson au Canada, même chose, dans sa fac, il avait dit, moi, je ne veux pas que l'État m'impose d'utiliser des pronoms correspondant à l'identité de genre de la personne, que la personne que j'ai en face de moi pense avoir, parce que moi, quand j'emploie un mot, c'est pour dire le réel. Il a lui aussi failli perdre son emploi. Il a une personnalité très forte, il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi, et finalement, il est toujours enseignant dans son université, et il a aujourd'hui au moins 1 million, entre guillemets, de suiveurs sur YouTube. Ça prouve qu'on peut quand même résister, et c'est intéressant. Mais ça prouve aussi à quelle importance nos adversaires accordent au langage, à cette propagande qui modèle notre pensée, et c'est pour ça que nous avons un tel devoir absolu de nous former et de savoir où nous voulons aller. Il nous appartient en effet de nous informer et de dire que les mensonges ne passeront pas par nous, parce que nous avons les trésors de notre histoire, les trésors de notre grammaire, de nos langues structurées. Nous avons notre connaissance de notre doctrine religieuse, elle n'est pas négligeable dans cette affaire. Tout ce trésor du corpus doctrinal de l'Église, je vous renvoie évidemment à Donum Vitae, qui est un document paru en 1987, expliquant pourquoi la procréation artificielle, même au sein d'un couple marié, doit être proscrite, pour héroïque que soit la décision de la refuser. C'est, me semble-t-il, sur cela que doit porter aujourd'hui notre réflexion. Et doublement. Pour revenir un instant à la loi bioéthique qui est en train d'être votée, il y a un aspect qui est très peu mis en avant et qui me semble devoir l'être. La PMA, sans père, bien, c'est très mal, je suis d'accord, mais dans la loi, il est désormais prévu que les couples hommes-femmes désirant avoir recours à la fabrication d'un bébé en éprouvette n'auront plus besoin de démontrer leur état d'infertilité. Or, il me semble que c'est l'affaire de la PMA sans père, je pense qu'elle est marginale par rapport à ça, en réalité. Parce que demain, si cette loi est votée, ça veut dire que n'importe quel couple, homme-femme, stable, qui se dit, tiens, ce serait quand même plus pratique si on avait un bébé dans 5 ans, mais nos possibilités, notre fertilité risque d'être compromise, donc nous allons attendre, nous allons congeler nos gamètes, et puis le moment venu, eh bien, on fera ça en éprouvette, comme il y aura juste un petit entretien psychologique pour démontrer le sérieux de notre projet, ça marchera très bien. Vous voyez les perspectives. Deuxième cas de figure, un couple qui a des difficultés de toutes sortes de problèmes génétiques éventuels, la possibilité d'avoir recours à la fécondation in vitro sans infertilité va ouvrir de fait pour eux la possibilité du tri génétique, même si c'est moins évident dans la loi, mais c'est vraiment la porte ouverte vers un eugénisme beaucoup plus large.
c'est aussi la porte ouverte vers le bébé sur mesure, puisque si les couples hétéros n'ont plus besoin de démontrer qu'ils sont en situation d'infertilité, mais qu'en fait ils se disent tiens, il y a une ravissante blonde dans la rue, ce serait quand même chouette d'avoir une fille aussi belle que ça, on va se débrouiller un peu comme Abraham et pas Sarah, l'autre. Agar, on va avoir les ovules de la fille là, et puis on pourra peut-être avoir une fille canon. Je pense qu'avec la disparition de l'exigence d'infertilité, on ouvre une porte à la fabrication sur mesure des enfants, de tous les enfants, qui est beaucoup plus grave fondamentalement que l'ouverture de la PMA aux mères seules ou aux filles lesbiennes, pour abominable que cela puisse être. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, mais il me semble qu'on n'en a pas parlé assez. Nous sommes en fait dans un... Je suis en train de m'empêtrer dans mon discours. Pardon, je vous avais déjà dit tout ça. Nous sommes dans une configuration où nous sommes obligés de réfléchir, je vous l'ai dit, et il me semble que c'est la seule réaction possible aux sornettes que l'on nous raconte. Lorsque demain nous manifesterons, nous serons en train de parler de ces enfants sans père sur un plan purement sentimental, très peu sur un plan ontologique. Et cela me fait penser à l'exemple qui m'a été donné, j'étais à Rome ces jours-ci, de ces gens qui sont envoyés dans la rue pour manifester, alors qu'ils n'ont pas réellement les armes pour le faire. Une petite jeune fille qui est partie manifester contre l'avortement et qui s'est heurtée à un militant pro-mort extrêmement violent, et elle n'avait en fait pas d'autre argument que de dire mais c'est un bébé, c'est un bébé. Elle avait raison, elle fondait en larmes, mais elle ne faisait pas le poids. Lorsque nous allons dire « Ah, mais ces pauvres bébés sans père, c'est terrible », oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des enfants qui naissent de viol, qui jamais ne connaîtront leur père, parce qu'eux, ils n'auront pas le choix, si le violeur n'est jamais retrouvé, ils ne les retrouveront jamais. Ça n'ôte rien à la valeur de leur vie, mais ce sont des enfants qui peuvent avoir une vie heureuse. Oui, je suis d'accord, on ne fabrique pas d'orphelins, mais on a tellement circonscrit le débat à un domaine où finalement on peut nous opposer à des arguments que nous sommes sur une branche déjà sciée d'avance. Et lorsque j'entends des évêques, très bien pour eux, parler de la PMA sans père, je me demande pourquoi ils n'ont pas parlé davantage de la dignité de la procréation humaine et des règles qu'il lui appartient de suivre. Je pense que là, il y a quelque chose d'abominablement coupable, surtout lorsque l'un ou l'autre dit « Vous vous rendez compte, avec cette loi, on ne respecte plus l'embryon. » Ça fait combien de temps qu'on ne respecte plus l'embryon en France ? Et voilà, je crois que je n'ai plus rien d'autre à vous dire qu'un certain cynisme peut-être à ce qui va se passer demain, et en même temps le sentiment que nous ne pouvons pas ne pas nous mobiliser, parce que chaque fois qu'on dit non, c'est quand même un bien.